Bienvenue sur Supraconscience Paris, webzine de la conscience. Des voix, des rencontres pour explorer le réel. Bonjour Jean-Dominique. Bonjour François-Xavier. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir sur ma chaîne. Partagez, on va avoir plein de choses à se raconter, je sens. Ouais, je sens un peu, en off avant, on a un peu discuté, un peu parlé, et c'est vraiment un réel plaisir. Là, tu viens de sortir 28 jours de neurosagesse. Et c'est un livre qui est passionnant, c'est 28 jours. Parce que j'ai des questions sur le terme 28 jours, mais c'est un super livre où on peut vraiment prendre jour par jour et avancer dans notre vie, et commence à comprendre aussi, on va dire, sortir de cette matrix et rentrer avec soi, avec son intériorité et d'aller un peu plus ouvrir ses oreillères et aller voir, waouh, à 360 degrés autour de nous et voir, oh, il y a plein de choses encore qui s'ouvrent à nous avec ces exercices-là. Et c'est même compréhension par la neuroscience, qui est côté spirituel, qui amène la neuroscience, qui amène une compréhension bien dans le corps physique. Donc c'est très intéressant. Et à l'heure actuelle, Jean-Dominique, avec tout ce que tu as pu faire, et maintenant l'homme que tu es aujourd'hui, qui es-tu au final? Parce que tu as fait beaucoup de choses, donc... Si je le savais, non, c'est clair qu'à plus de 60 ans, j'ai une certaine familiarité avec moi-même, donc je connais un peu la maison, j'ai fait le tour du propriétaire. Mais la question que tu poses est très intéressante, parce qu'une des découvertes passionnantes des neurosciences, c'est que nous ne sommes fondamentalement pas qui nous croyons être. On a chacun une image de soi qu'on s'est construite, et quand on observe avec des moyens d'objectivation, comme le fait par exemple de faire un décompte très précis de à quoi tu passes ton temps dans tes journées, à quoi tu penses, qu'est-ce que tu consommes, on voit qu'il y a systématiquement un décalage important entre l'image qu'on a de soi et la personne observable qu'on est réellement. Et puis il reste cette part de mystère extraordinaire qui inquiète beaucoup de personnes, mais qui en ravit d'autres, et je crois que toi et moi on fait partie de cette deuxième catégorie, qui est celui de la condition humaine. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain pendant quelques décennies? À quoi rime cette existence terrestre? Pourquoi le monde est-il comme il est? Pourquoi les êtres humains sont-ils comme ils sont? Et comment est-ce qu'on peut donner du sens et de la cohérence à sa propre expérience de vie? Donc je dirais que voilà, je crois que je suis quelqu'un de curieux, d'ouvert, de passionné par les questions insolubles, et sans avoir l'ambition de les résoudre. La beauté des questions insolubles, comme celle que je viens de nommer, c'est qu'on ne trouvera jamais la réponse ultime, en tout cas pas de notre vivant. Quelques personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ont dit qu'au fur et à mesure qu'elles remontaient vers la lumière, elles comprenaient enfin à quoi rimait l'existence humaine. Puis quand elles ont été renvoyées et qu'elles sont redescendues dans la matière, elles ont perdu cette compréhension qu'elles avaient eue en se disant non, il faut que je m'en souvienne, il faut que je m'en souvienne. Donc voilà, tout ça pour dire que nous sommes effectivement dans un mystère profond. Je crois qu'il y a un très grand enjeu de relation à soi-même. En Occident, on part en général un peu mal barré, parce que la plupart des Occidentaux ont une faible estime d'eux-mêmes, finalement ont moins de bienveillance envers eux-mêmes qu'ils sont capables de manifester aux gens qu'ils aiment. Ça a aussi été mon cas. Donc il y a eu tout un cheminement pour essayer de rencontrer la personne que je suis et qui m'échappe en partie, avec la même bienveillance que j'ai l'inspiration d'accorder aux gens que j'aime bien. Merci pour cette description de qui tu es. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Parce qu'en fait, on t'a beaucoup vu pendant la crise Covid, et en fait, tu avais aussi une autre vie avant la crise Covid, où tu t'intéressais aussi beaucoup à la médecine chamanique, aux chamans, à toute cette anthroposophe, qui est aussi cette médecine anthroposophique, pas anthroposophique, anthroposophe, cette culture anthroposophe. Et qu'est-ce qui t'a voulu ramener à ta sagesse initiale, au final? Mais... si tu veux, le fil conducteur de ma vie, ça répond peut-être un peu mieux à ta première question, c'est l'intérêt pour ce qui aide les êtres humains à aller bien, et aller bien au sens noble du terme, pas être performant, réussir leur vie, impressionner les autres, mais vraiment aller bien en dedans, se sentir en cohérence avec eux-mêmes et avec la vie, et ce d'autant plus que je viens d'un milieu familial, comme c'est le cas de la plupart des familles d'ailleurs, où il y a eu des difficultés, notamment de santé mentale. J'avais une tante bipolaire, que j'adorais, et avec déjà enfant ce questionnement, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'elle vit des moments aussi intenses? Et puis, puisqu'elle a malheureusement fini par se suicider, un questionnement quand j'avais 10 ans, un questionnement qui m'a habité tout le reste de ma vie. Qu'est-ce qui fait que de deux personnes qui souffrent à peu près de la même difficulté, avec à peu près le même type de personnalité, une arrivera à se rétablir et recréer une qualité de vie, et l'autre ne trouvera pas le chemin pour aller mieux?
Et au fond, je pense que tout mon parcours après, avec différentes formations dans différents milieux, a toujours été habité par ce questionnement. C'est quoi ce déclic que vivent certaines personnes et pas d'autres ? Et puis, puisque j'ai été dans la direction de l'anthropologie de la santé, j'ai énormément travaillé sur le terrain, au contact de personnes souffrant de problématiques assez intenses, des personnes souffrant de psychose, de troubles bipolaires, de dépression, d'addiction, de troubles obsessionnels compulsifs, enfin la liste est longue. Et puis vraiment de beaucoup interagir avec eux dans cette attitude de curiosité ouverte, c'est-à-dire de ne pas être le savant avec beaucoup de paires de guillemets qui comprend mieux que les malheureux qui souffrent, mais de me dire, eux ont des savoirs ou des connaissances que moi je n'ai pas, moi j'ai des savoirs qu'ils n'ont pas, comment est-ce qu'on peut faire dialoguer ça pour essayer de mieux comprendre ce qu'ils vivent ? Et dans ce parcours de recherche autour de ce qu'on appelle, c'est un terme un peu technique, mais la salutogenèse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on génère la santé dans sa propre vie, c'est un complément, en fait, à la manière habituelle qu'on a d'aborder la santé, qui est de s'intéresser au problème. La pathogenèse, quelle est l'origine du problème, qu'il soit physique ou psychique. Et la salutogenèse, c'est le complément, c'est comment les gens s'y prennent pour entretenir leur santé ou la retrouver une fois qu'ils l'ont perdue. Et par ce chemin, je me suis intéressé naturellement aux neurosciences qui sont en train d'apporter énormément de compréhension, de confirmation, et avec une liberté d'esprit dont la plupart des gens n'ont pas idée. Par exemple, quand on parle aujourd'hui encore de spiritualité dans des milieux un peu cartésiens, c'est vite interprété comme étant farfelu. Or, la production de recherche scientifique autour de la spiritualité est massive. C'est un des principaux terrains de recherche actuels. Pourquoi ? Parce que les chercheurs ont bien compris qu'il se jouait quelque chose d'essentiel à cet endroit. Alors, pour répondre de manière pas trop longue à ta question, le Covid est venu me chercher à un moment où j'étais dans les politiques de santé mentale, travaillant en salutogenèse, créant de nouveaux dispositifs, avec l'intention d'apporter les neurosciences dans l'équation et la compréhension publique. Et en fait, la raison pour laquelle je me suis mobilisé autour du Covid partait d'une préoccupation salutogénétique. Puisqu'on donnait des informations fausses à la population pour la faire paniquer, je rappelle que certains comités d'experts ont témoigné avoir reçu l'ordre de leur gouvernement de trouver les manières les plus effrayantes de présenter les choses, ce qui est contraire à tous les principes en santé publique, c'est même un blasphématoire, c'est une hérésie. Je me suis dit, je ne peux pas laisser passer ça, parce que ça veut dire que les gens sont fragilisés par la communication des gouvernements et des médias. Et là, je me suis retrouvé dans ce rôle à essayer de remettre un peu les pendules à l'heure, mais vraiment sans me poser de questions, parce que dès lors que mes collègues, dont ça aurait été la responsabilité de s'exprimer, des gens plus qualifiés que moi, plus prestigieux, plus en vue, se taisaient tous par peur des conséquences d'oser contredire quelque chose de faux, ma foi, je suis monté au créneau, le cœur vaillant, vraiment sans état d'âme, en me disant que je retomberais bien sur mes pieds d'une manière ou d'une autre. Et puis 6 ans après, ayant à peu près exprimé tout ce que j'avais l'intention d'exprimer, ayant donné l'information qu'il me semblait important de donner, j'ai eu envie de reprendre le fil de mes aventures, mais aussi avec, c'est intéressant comme les fils se recoupent toujours, le fait qu'aujourd'hui, en réalité, il n'y a plus beaucoup d'informations supplémentaires à apporter. On connaît la corruption dans les systèmes de santé. On sait que les gouvernements sont instrumentalisés par des pouvoirs économiques. On sait qu'il y a un énorme problème de pédocriminalité dans les élites. On sait que l'ordre des médecins est profondément corrompu. C'est même la justice qui le dit. L'ordre des médecins d'Île-de-France vient d'être dissous par voie de justice, tellement il y a de corruption. Donc, tu vois, j'invente rien et tout ça, je m'en suis fait le relais un certain temps. Mais une fois qu'on a dit tout ça, le problème, ça n'est pas d'apporter de l'information supplémentaire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tant de gens ne veulent rien savoir. Et là, on tombe sur les questions de conscience et des propositions comme celles que j'ai essayé de résumer dans 28 jours. Si quelqu'un s'accorde d'ouvrir son esprit à plus de souplesse, plus de capacité à penser des choses inconfortables sans être déstabilisé, d'essayer d'y voir clair, de baser sa vie sur des choses saines, sur des choses justes, eh bien, ça crée les conditions où la manipulation que je décris ne peut pas prendre corps, parce que les gens ont développé une immunité de vie. Et c'est là où se joue, en fait, le défi aujourd'hui. Trop de personnes sont encore dans des réflexes de soumission, ce qui part toujours d'un déficit d'estime de soi. Et donc, ils se laissent faire, même quand ils se rendent bien compte ou qu'ils sentent que c'est pas tout à fait intègre ou juste.
Et donc voilà, si tu veux, j'ai bouclé la boucle en revenant maintenant dans ces propositions que je décline à la fois pour les personnes, c'est le sens de 28 jours de neurosagesse, et que je vais aussi ouvrir au monde du travail, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de souffrances psychiques aujourd'hui, il y a beaucoup de besoin de comprendre aussi pourquoi notre cerveau et notre système nerveux sont mis à mal par l'organisation du travail telle qu'elle existe aujourd'hui. Tout à fait. Après, c'est d'autres questions qui me viennent à l'esprit par rapport au travail, parce que j'ai, en constellation familiale, je suis formé en constellation familiale, j'ai voulu travailler en constellation d'entreprise. Mais on remarque souvent qu'on projette son système familial au sein de l'entreprise avec ses collègues. Donc, ça joue énormément à l'intérieur du système. On le projette sur un système extérieur. Donc, et ton collègue peut représenter ton frère, etc. Donc, en fait, il y a des choses comme ça qui se créent. Mais bon, revenons au livre. Pourquoi 28 jours ? Ça m'a beaucoup interpellé, 28 jours, parce que 28 jours, c'est 4 fois, c'est 4 semaines. 4 x 7, ouais. 4 x 7, mais c'est aussi le cycle de lunaire, c'est aussi le cycle féminin. C'est vraiment tout un ensemble, ces 28 jours. Hein. Et je trouve que symboliquement, c'est pas anodin que tu as pris 28 jours, en fait. Tu aurais pu faire 30 jours, mais 28. Alors déjà, le découpage en jours, en fait, il est parti de la réflexion suivante. Il sort aujourd'hui, il se publie énormément de livres intéressants, mais qui, la plupart du temps, restent du côté de la théorie ou en tout cas de la compréhension. Donc on peut trouver des livres passionnants sur le cerveau, on apprend plein de choses, mais il n'y a pas de manifestation pratique. On trouve aussi des guides un peu de développement personnel, y compris basés sur les neurosciences, des « how-to », comme on dit en anglais, mais là, il manque vraiment la compréhension enrichissante. Et je me suis dit, et c'est le fruit d'une longue élaboration aussi dans le travail professionnel que j'ai fait en santé, que ce qui aide le mieux à grandir, je préfère le terme grandir que se développer, c'est quand on trouve des compréhensions éclairantes qui viennent éclairer différemment ce avec quoi on peut être en difficulté depuis un certain temps. Si par exemple, tu as tendance à râler le matin, à être de mauvaise humeur avant d'avoir bu 3 cafés, c'est pas très agréable pour toi, c'est pas très agréable pour ton entourage, mais on voit que ce genre de petites mésadaptations sont souvent assez solides, elles durent, elles tiennent. Et quand tout d'un coup on rencontre des éclairages qui vraiment font sens par rapport à ça, et qu'on comprend quelle est la logique qui façonne cette petite tranche de notre expérience de vie, il y a déjà un grand soulagement, parce que on est moins en étrangeté avec soi-même et en conflit avec une partie de nous-mêmes, que par ailleurs on cherche la plupart du temps à défendre vis-à-vis des autres. Moi je suis comme ça, il faut pas me déranger le matin. Oui, mais enfin il n'y a pas de raison au monde d'être chiant le matin quand on se réveille, pour parler français. Donc les compréhensions éclairantes, elles sont en elles-mêmes utiles, mais quand tu les combines avec des stratégies sur comment tu peux faire pour éviter ça. Et alors, on parle beaucoup d'outils dans le développement personnel, qui est un autre terme que j'aime pas beaucoup, parce qu'on n'est pas des meubles ni des menuisiers. Mais quand on a des stratégies à disposition qui permettent d'essayer de vivre les choses différemment, ayant compris ce qu'il y avait à comprendre, tout d'un coup, il y a une gamme de possibilités qui s'ouvre. Et cette combinaison compréhension éclairante stratégie, moi, je la trouve royale pour favoriser des processus de changement heureux. Donc, plutôt que de faire un bouquin avec une partie théorique, une partie pratique, ou de bricoler quelque chose, je me suis dit, le mieux, c'est de faire des jours. Lire un chapitre, ça prend entre 10 et 20 minutes. Donc, a priori, on peut glisser ça dans sa journée. Il y a une partie d'éclairage, il y a une partie de description des stratégies dont la science a démontré qu'elles fonctionnent. Parce que j'ai par ailleurs, c'est amusant, mais tout un ensemble de réserves sur la méthode evidence-based qui produit des aplatissements et des erreurs de perspective de multiples manières. Donc je suis plutôt assez sceptique vis-à-vis de la science, mais la science bien faite sur des objets comme ceux-ci est assez royale parce qu'elle permet au fond de séparer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Après, une stratégie qui fonctionnera pour la plupart des gens ne fonctionnera pas pour tout le monde, on est d'accord. Mais j'ai eu envie de faire des jours et puis de prévoir, comme tu l'as souligné, que ça aille par bloc en quelque sorte. On a 4 semaines qui chacune part d'un endroit pour arriver à un endroit, la suivante prend le relais
Et notamment, la 4e semaine est très consacrée à la spiritualité, ce qui est un domaine où s'arrêtent la plupart des propositions du style. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit très agréable pour le lecteur, facile à mettre en œuvre, intéressant de jour en jour. Et je me suis dit, 28 jours de neurosagesse, voilà, c'est un bon plan. On peut y voir de la numérologie, 4 x 7, 28, 10, 1. C'est toujours sympa. Tu sais, moi, en tant qu'anthropologue, je suis très ouvert au symbolisme. Oui. Mais en même temps, voilà, c'est en toute franchise, c'était plutôt l'intention d'organiser ça d'une manière confortable, agréable et féconde pour le lecteur. Oui, parce qu'au final, après, il y a l'explication de ce qui se passe en nous, il y a le neurosciences qui vient, et après, tu as les exercices et les neurostratégies qui sont dans chaque jour, qui t'amènent à la compréhension et puis aussi à la mise en pratique de ces exercices ou de ces mettre en pratique pour changer ses perspectives par rapport au jour 1, au jour 2, etc. Oui. J'appelle ça des exercices expérientiels, parce qu'en fait, leur but, c'est de faire vivre une expérience. Tu sais, j'ai vécu une partie de ma vie à la montagne, et j'ai fait des petits jobs d'été quand j'étais plus jeune. Puis à un moment donné, il s'agissait de planter des poteaux dans une pente avec une masse, des poteaux en bois, puis c'était vraiment pas simple, quoi. Et puis, j'avais jamais fait ça de ma vie. On me dit, voilà, faut que tu fasses ça. Bon, bah, j'y vais. Puis, j'ai remarqué qu'il y avait un vieux paysan qui m'observait comme ça d'une distance. On se faisait juste un geste de la main. Puis, à la fin de la première journée, il est venu voir, puis il m'a dit, oui, j'ai observé. C'est pas mal comme tu fais. Maintenant, je vais te montrer. Moi, je fais différemment. Et puis, il m'a montré un truc qui était 20 fois plus efficace que ce à quoi j'avais sué toute la journée. Et puis, tu vois, avec vraiment cette délicatesse, c'est des gens qui ont beaucoup de réserve et de recul et d'humour. Puis, il m'a pas dit, tu fais n'importe quoi, voilà comment il faut faire. Il m'a dit, ouais, c'est bien comme tu fais. Moi, je vais te montrer comment je fais, moi. Et puis, du coup, après une journée de galère, et voyant quelque chose qui marchait, bah, j'ai adopté sa manière de faire et je me suis simplifié la vie. Tu vois, c'était un apprentissage définitif. Et au fond, c'est un peu cette petite logique du vivant que j'ai eu envie d'encapsuler dans chacun des jours de ce parcours. Mais précisons aussi d'abord qu'il n'y a aucune nécessité de le faire en 28 jours. On peut le faire au nombre de jours qu'on veut. Et puis, il n'y a pas de nécessité non plus de suivre le parcours. Il est pensé dans un certain sens, donc je pense qu'il y a des bénéfices à le faire étape par étape. Mais s'il y a un sujet en particulier qui t'intéresse, les relations familiales, tu l'as évoqué avec les constellations, le vécu des émotions ou n'importe quel qui n'est pas dans l'ordre du truc, c'est aucun souci. On peut tout de suite aller à ce petit chapitre et voir ce qu'il raconte. Tout à fait. Après, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite faire pour leur expérience. Et on va commencer un peu par le début du livre, c'est nos pensées. Parce qu'on se lève le matin, et moi j'appelle ça la petite pensée matinale qui vient, où je suis pas... Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, ou des choses comme ça. Plus dans moi j'appelle ça le mental inférieur, qui est là, qui est présent avec nous, et puis qui va nous commencer à nous descendre, au fur et à mesure, dans cette énergie un peu plus basse, et puis on va critiquer le voisin, il va pas être content, je suis pas content, j'ai pas bu mes 3 cafés par exemple quand tu reprends. Et d'où ça peut provenir toutes ces pensées comme ça en fait? Est-ce que j'ose me permettre une question préalable? Vas-y. Quelle différence fais-tu entre le mental inférieur que tu viens de nommer pour ces processus de pensée qui s'embrayent un peu automatiquement et un mental qui serait différent de ça? Ce que j'appelle le mental supérieur, c'est celui qui est plus dans l'action et qui va amener une volonté d'agir contre ses... D'accord, ok. Voilà, okay. Moi j'appelle ça le mental inférieur. Oui, mais ça m'intéresse, parce que ta description du mental inférieur, c'est effectivement ce flux de pensée automatique qui ne débouche sur rien, mais qui en même temps imprègne notre vécu du moment. Et on sait tous qu'on peut se lever du bon pied ou du mauvais pied, et un jour on se lève du mauvais pied, on va râler un peu sur tout. Tout va être objet de contrariété. Le voisin a encore mal garé sa voiture, il y a une crotte de chien sur le trottoir, on laissait traîner la vaisselle dans l'évier. Et un jour, on se lève du bon pied, on va pas porter attention à ça, ou alors, ah oui, le voisin, vraiment, il sait pas se garer. Ça fait rien, la vie est belle de toute manière. Et au fond, il y a une espèce d'orientation comme ça, avec un couple extrêmement intéressant entre les pensées et les émotions. C'est-à-dire que notre état émotionnel peut facilement teinter le genre de pensée qu'on a, mais des pensées peuvent aussi nous embarquer et nous conduire à des états émotionnels qui vont entretenir les pensées du même ordre. Et le propre de ce que tu appelles le mental inférieur, c'est l'automaticité, ça se passe tout seul. On utilise en neurosciences le terme de vagabondage mental.
C'est une production d'un des principaux réseaux du cerveau, en l'occurrence un réseau de créativité, mais qui conduit au fait qu'on se parle à nous-mêmes à peu près la moitié du temps dans le cours d'une journée. Il y a à peu près la moitié du temps où on se concentre sur des choses, où on cherche à aller dans une direction précise, mentale supérieure, et puis il y a des moments où on part en roue libre dans ce bric-à-brac de nos pensées qui partent dans tous les sens. Alors ça a un certain intérêt, parce que c'est notamment là où on trouve des associations inattendues, où on se ressource aussi un peu cérébralement en cessant d'être concentré. Mais s'il y a une trop grande activité de ce réseau, à ce moment-là, ça c'est corrélé avec un ensemble de problèmes, notamment de santé mentale et de dépression. Les personnes dépressives, anxieuses ou souffrant de maladies psychiatriques ont trop de ce vagabondage mental et donc elles n'arrivent plus à en sortir pour revenir dans le corps, revenir dans le moment présent, réfléchir à des stratégies, se poser des questions sur le sens des choses. Et une fois qu'on comprend que cette espèce de discours intérieur a vocation à se manifester régulièrement, on peut être attentif à quand est-ce qu'il arrive, à quoi il nous conduit, et surtout, est-ce qu'il est en train de charrier un flux de pensées plutôt agréables, intéressantes et amusantes, ou au contraire, plutôt des pensées problématisantes, de rancœur, d'appréhension anxieuse sur le futur. Et si c'est le cas, il faut faire gaffe parce qu'on peut s'intoxiquer avec de l'appréhension, de la frustration et de la négativité. Il en faut dans la vie, donc c'est pas qu'il ne faut pas penser à des choses comme ça. Non, non, bien sûr, si. Mais on a tendance à se faire prendre et à se faire embarquer, et là, ça pose un ensemble de difficultés. Qui nous amène à nos émotions. Exactement. C'est le deuxième point qui nous amène. Parce que les émotions, c'est aussi ce flux de pensée qui arrive, qui va créer ces émotions. Et d'où vient... Est-ce que c'est lié à nos mémoires qui se projettent les pensées qui arrivent? Notre mental fait un petit... toute une machine à l'intérieur, tout un circuit, d'un coup crée une émotion. Mais est-ce que les émotions ne sont pas rattachées à nos mémoires passées? Aussi bien, moi je peux aller même plus loin, karmiquement, transgénérationnellement, etc. Est-ce qu'il y a un effet de coalition comme ça entre ce qui se crée? Alors, tu m'as confié dans la petite discussion qu'on a eue avant que tu étais thérapeute, donc ça veut dire que tu sais d'expérience. Oui. Tu l'as vu en toi, tu l'as vu chez les autres. Mais donc... comme tu en parles aussi dans ton livre. Oui, absolument, absolument. Donc la réponse est oui. Et au fond, moi j'aurais vraiment aimé savoir ou apprendre à 15 ou 20 ans ce que j'ai appris depuis sur les émotions. J'ai toujours eu une nature assez sensible et réactive, mais avec souvent une difficulté à faire cas de mes émotions. Et puis le fait de finalement comprendre, entre autres grâce aux neurosciences, mais pas qu'elles, il y a aussi la psychologie, la philosophie, l'anthropologie qui sont éclairantes. On voit par exemple que les êtres humains ont les mêmes émotions dans toutes les cultures. Mais c'est qu'en fait l'émotion est une réaction, c'est un signal qu'un besoin fondamental est satisfait ou est en souffrance. Et si nos besoins fondamentaux sont satisfaits, on a des émotions positives. On se sent joyeux, on a envie de rigoler, on est intéressé, curieux à notre vie, on a envie d'être en interaction, d'affection avec les autres. Quand nos besoins sont satisfaits, on a des émotions positives. Pourquoi est-ce qu'on les appelle positives et négatives? Non pas parce qu'elles le seraient, rien, c'est neutre une émotion, mais parce que les émotions positives sont agréables à ressentir, alors que les émotions négatives ne le sont pas. Et les émotions négatives, à l'inverse, c'est tout simplement, mais tu vois, moi ça m'a pris des décennies à comprendre quelque chose d'aussi simple que ça. C'est là où quand même, le fait d'avoir autant galéré pour finalement comprendre des choses utiles, j'ai envie de le partager avec d'autres pour leur éviter de passer des années et des années à avoir ces émotions un peu compliquées, intenses. En même temps, moi je trouve que c'est bien d'avoir une nature émotionnelle. Les gens trop rationnels, trop blindés me font un peu peur. Je trouve qu'ils sont pas très vivants. Mais bon, et les émotions négatives, c'est quand il y a un besoin en souffrance. C'est aussi bête que ça. La tristesse, c'est un besoin de proximité et de contact avec l'autre. La peur, c'est un besoin de sécurité. La colère, c'est un besoin d'intégrité et de justice. Si on observe ce qui nous a le plus mis en colère dans notre vie, c'est toujours des problèmes d'injustice ou d'atteinte à notre intégrité, comme une remarque vache ou une agression ou des manipulations un peu sournoises. Ça porte atteinte à notre intégrité et l'émotion monte
pour nous signaler que quelque chose ne va pas et nous donner l'énergie de poser nos limites ou de corriger les choses. Donc ça, c'est la nature de l'émotion, et quand elle est vécue dans son registre naturel, elle monte vite, parce qu'elle a un signal à porter à notre conscience, elle se donne à vivre pour qu'on puisse faire quelque chose. Si je suis triste, je vais appeler un ami et voir si on peut passer un moment ensemble, ou si on peut avoir un temps d'échange où il peut écouter ce que je vis, ou faire quelque chose avec des gens que j'aime. Si c'est la colère, c'est poser des limites ou faire savoir ma manière de penser à d'autres, si possible d'une manière pas destructrice à son tour. Et puis ça passe très vite. Et ça, c'est le flux naturel de l'émotion. Et on peut voir d'ailleurs que des populations qui sont un peu justement près de la terre, je reviens à mes montagnes suisses, les gens sont assez fluides avec leurs émotions. Ils expriment assez facilement la colère, la tristesse. Ça leur pose pas de problème. Ils n'ont pas de pudeur quant au fait d'avoir des émotions, et donc c'est fluide. Et moi, j'adore. Quand quelqu'un a quelque chose à te reprocher, puis qu'il éclate un bon coup, puis que 30 secondes après, c'est fini, puis tu vas boire un verre avec lui, c'est délicieux humainement, parce que ça ne dure pas. Et le problème des émotions, c'est quand elles ne sont pas digérées, ventilées, vécues, comme je le dis, elles se stockent, elles s'accumulent, et après, elles se réactivent dans nos vies à distance du moment d'origine. Et tout d'un coup, il y a une situation qui va déclencher des résidus de colère de mon passé, sans que j'en sois conscient la plupart du temps, et donc je vais m'enfermer dans le moment présent comme si c'était ça le problème, alors que le vrai problème, il est ailleurs. Et c'est là où on a besoin d'un accompagnement thérapeutique. Le transgénérationnel que tu as évoqué, c'est le fait que des vécus de nos ascendants sur plusieurs générations peuvent avoir un impact émotionnel sur nous. Ça, aujourd'hui, c'est très établi, y compris dans la recherche. Le karmique en lien avec des vies antérieures ou la vie sur d'autres plans, ça c'est pas encore démontré, mais en ce qui me concerne, en tant qu'anthropologue, j'ai évidemment une ouverture d'esprit fondamentale par rapport à ça. J'en sais rien, mais il y a quand même des expériences assez troublantes par moment. Et puis au fond, l'important, c'est pas que ça soit certain ou non, c'est est-ce que ça peut faire sens dans l'interaction avec quelqu'un, d'évoquer quelque chose de cette nature ou pas. Mais en tout cas, le domaine de l'émotion, je pense que c'est un des grands domaines dans lesquels on a besoin de grandir collectivement, déjà pour rendre service aux enfants et aux adolescents qui se construisent par rapport à ça, et puis aussi trouver des modes de vie ensemble qui soient un petit peu plus authentiques. Parce qu'on dit souvent, il y a aussi, dans tout ce processus-là, je pense qu'il y a aussi l'ego dans tout ça, qui se place face à l'autre, face en face. Et d'un coup, c'est comment on va réagir face à l'autre, face à l'émotion que l'autre nous projette, et qui va amener aussi une compréhension. Est-ce qu'on réagit à l'émotion qu'on a en nous par rapport à associer à cette histoire? Là, pour moi, c'est l'ego qui commence à mettre en place toutes ces stratégies, oui ou non. Plus on est centré, et plus on est dans cette dynamique. Est-ce que toi, tu penses que t'en parles, je ne suis pas sûr que tu en parles dans le livre, mais par rapport à l'ego, c'est quoi ta façon de percevoir ce jeu de relation entre les émotions, l'extériorité, et pour revenir à notre intériorité? Oui. Pour moi, la question de l'ego est très en lien avec celle de la sécurité. L'ego, tel que je le comprends, mais il y a évidemment beaucoup de propositions différentes, c'est en fait une crispation identitaire parce qu'on redoute d'être pris à partie, de se faire reprocher quelque chose, que des côtés moins reluisants de notre personnalité soient mis en lumière, et donc on perd cette caractéristique que les psychologues aujourd'hui appellent la souplesse psychologique. La souplesse psychologique, c'est, admettons, tu as une forte émotion parce que j'ai dit ou fait quelque chose qui t'a déplu. Tu es en tension, tu viens me voir, tu vas émettre tout un ensemble de signaux corporels et non corporels qui vont me laisser penser qu'il y a un blême. À partir de ce moment-là, on sait tous qu'il y a une espèce d'embranchement. Ou bien je m'intéresse à ça en me disant « Ok, François-Xavier est en train de vivre quelque chose d'intense, ça peut être en lien ou non avec ce que j'ai dit ou fait, mais ça m'intéresse. Dis-moi ce qui se passe, renseigne-moi. » Et puis, si jamais tu mets ça en lien avec quelque chose que j'ai fait ou dit, de rester dans l'ouverture d'esprit. Moi, je rappelle souvent, par exemple, à quel point la colère est saine et utile dans les relations humaines. Moi, quelques-unes des plus belles prises de conscience que j'ai faites dans ma vie, c'est quand des femmes avec qui je vivais se sont mises en colère contre moi. Et en bon mec pour des trucs dont j'avais aucune idée.
Je m'étais même pas rendu compte qu'en me comportant comme ça avait pu blesser ou déplaire à la femme que j'aimais. Parce que nous, on est un peu bêtes, les hommes. Si on nous explique pas les choses, on les comprend pas spontanément. Et puis tout d'un coup, un peu de tomber des nues et en voyant la personne aimée qui tout d'un coup est vraiment très mécontente, à chaque fois que j'ai eu, plutôt que de me dire comment est-ce qu'elle ose me dire ça ou me parler sur ce ton, dis-moi ce que tu aimerais que je fasse autrement ou ce dont je n'ai pas vu que ça te posait un problème. C'est ça l'enjeu. À ce moment-là, on peut accueillir, et c'est vraiment dans ce genre de circonstances que j'ai fait les prises de conscience les plus utiles de ma vie. Je me rendais pas compte, j'avais aucune idée de ça. Et au fond, l'ego, pour moi, c'est cette question-là. Est-ce que je me crispe face au monde extérieur et il y a toujours un sentiment d'insécurité au départ? Aussi parce qu'on habite des relations et des contextes où on n'a pas entièrement la liberté d'être soi-même. Ou si on est entièrement soi-même, ça va se retourner contre nous, les autres vont l'utiliser contre nous. Et là, on a cette crispation qui fait que on cherche à se défendre et à disqualifier en partie le message de l'autre d'emblée. Après, le fait que l'autre soit fâché avec moi à cause de quelque chose que j'ai fait ou dit ne veut pas dire qu'il a raison d'être fâché. On n'a pas raison ou tort d'être fâché, c'est une réalité. Mais au moins, l'ouverture d'esprit permet d'être dans un processus de co-construction et d'interaction. Donc pour moi, la question de l'ego, au fond, c'est dans quelle mesure mon histoire de vie a-t-elle provoqué en moi une crispation qui me fait avoir peur et donc réagir plutôt de manière rugueuse et carrée, plutôt que d'être dans une ouverture vis-à-vis de moi-même et des autres. Et ce qui fait que, accessoirement, il est important, à mon sens, on entend parfois des contresens de cette nature dans le développement personnel ou la spiritualité, de ne pas lutter contre l'ego. Il ne s'agit pas de le défaire ou de le démolir, il s'agit de comprendre pourquoi il se crispe et de le rassurer pour qu'il n'ait plus besoin de se crisper. Et là, j'ai envie de dire que cette emprise un peu identitaire, moi je suis comme ça, moi on me parle pas comme ça, moi il faut ceci, moi il faut cela, qui est quand même un peu fatigant quoi pour soi et pour les autres, peut se relâcher. Alors bien sûr, aucun d'entre nous n'est parfait, donc on a encore des contractions de temps à autre, mais moins il y en a, mieux on respire, et puis surtout ça donne plus de latitude dans le moment présent, parce qu'une réaction de crispation, elle va toujours générer la même chose. Alors que quand il y a une ouverture, on va pouvoir trouver des interactions, enfin c'est tout ton travail de thérapeute, c'est d'accompagner les gens à toucher là où une blessure a provoqué une crispation, et puis montrer qu'il n'y a pas de honte à ça, que beaucoup de personnes vivent cette même chose, c'est une réalité de la nature humaine, mais qu'en même temps, cette crispation n'est pas eux. C'est une crispation de la personne, ça n'est pas la personne. Et c'est là où il y a souvent cette confusion entre l'ego et le moi ou le soi. C'est que l'ego, c'est une réaction apprise, c'est une contracture. Mais comme toute contraction, si elle est chronique, elle ne fait pas du bien. Et en fait, après, moi, ça m'amène une autre question, parce que plus on est centré, d'un coup, on est dans cette ouverture-là, plus il y a d'autres sens qui s'ouvrent à nous. Parce que d'un coup, on est moins dans notre côté nombrilisme, et on est fermé et crispé, d'un coup on s'ouvre, et d'un coup il y a une force bien plus grande que nous qui commence à apparaître, à ressentir en nous. C'est ce petit pouvoir d'intuition, cette intuition qui vient, et comment on peut... Parce que l'intuition, il faut faire attention, je trouve, quelquefois. Parce qu'une intuition, c'est un poste de radio, on se met, il y a le signal qui est... Ah là, on l'entend bien, c'est à l'ancienne... Quand on tournait le bouton pour trouver la bonne fréquence pour avoir la station de radio. Et à côté, ça faisait... Ouais, voilà. Et, bon, les jeunes ne connaissaient pas ça, mais c'est pas grave. Et donc, au final, mais comment on peut savoir exactement si c'est pas une interprétation de notre cerveau, parce que le cerveau, c'est un récepteur, et après, il y a toutes les histoires de mémoire, de ci, de ça, qui amènent à quelque chose. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Quel est ton point de vue sur ça, en fait, par rapport à tout ça? Parce que tu en parles aussi de l'intuition dans ton livre. Oui, merci. Quelle magnifique question. Oui, j'en parle parce que c'est là aussi un des grands domaines de recherche des neurosciences. Les neurosciences s'intéressent beaucoup à l'intuition. Et puis exactement à la question que tu poses, de la manière dont tu la poses. Alors, il y a un élément de réponse qu'il faut garder à l'esprit, c'est on ne peut jamais avoir de certitude définitive quant au fait que quelque chose est une intuition authentique versus une construction. Il reste une marge d'erreur. Même la meilleure intuition n'est pas juste 100% du temps. Toutefois, la manière dont les choses se passent est la suivante. Quand on est dans la crispation, c'est très intéressant, ça va confirmer ce que tu as acquis par l'expérience, j'en suis sûr. Quand on est dans la contraction, une des
multiples caractéristiques et conséquences de ça, c'est qu'on perd un certain contact avec son corps. C'est quand on est dans la détente et l'ouverture qu'on peut à la fois être conscient de son corps et rester présent à l'autre. C'est pas antinomique. Au contraire, on est même plus et mieux présent à l'autre quand on est aussi dans son corps. Or, il se trouve, c'est là où les neurosciences sont vraiment assez épatantes dans ce qu'elles sont capables de montrer, que l'intuition est avant tout une réponse corporelle. C'est un senti. Quand on a l'intuition de quelque chose, c'est en fait que notre conscience perçoit des motifs, on appelle ça des patterns en anglais, donc c'est des configurations, des motifs, des formes, de manière subliminale. Ça se passe en dessous de notre conscience. Et quand le corps-cerveau a reconnu un certain nombre de choses, qu'il est relativement sûr de son coup, il va amener à la conscience l'intuition. Et là, on va se dire, mais j'ai l'intuition de cela. Mais c'est le fruit de tout le processus que je décris. Maintenant, si on veut être encore plus précis, et les recherches autour de la médiumnité ou des intuitifs au sens de pouvoir percevoir des choses qui ne sont pas de l'ordre du sensible sont très intéressantes de ce point de vue-là, c'est que l'intuition, en général, arrive par des petites tranches. On appelle ça thin slices en anglais. C'est-à-dire que c'est du senti, c'est comme quelque chose s'éclaire en nous, et puis après, rien. Et là, notre cerveau, qui n'aime pas le vide, a tendance à créer des interprétations pour combler ce vide. Et donc, l'intuition authentique, souvent, peut entraîner de l'imaginaire, qui va être habile, parce que l'imaginaire, il cherche à imaginer des choses possibles. Mais ça n'est plus de l'intuition. Et c'est là, souvent, où on est à risque de créer des interprétations et de se tromper, non pas parce qu'on n'a pas eu une intuition juste, mais parce que notre cerveau, immédiatement, a essayé de transformer ça en hypothèse plausible. Et cette hypothèse plausible, elle est quand même beaucoup moins fiable que l'intuition elle-même, qui, elle, est relativement juste la plupart du temps. Et l'intérêt, notamment, des pratiques de méditation, de pleine conscience corporelle, comme le yoga, le qigong, le tai chi, le sport, l'activité artistique, toutes les activités artistiques mobilisent le corps, c'est que on renforce cette connexion corps-esprit ou corps-cerveau de sorte à ce que le corps a plus de latitude pour apporter à notre conscience des messages intuitifs. Et parce que tu parles du corps, et moi j'appelle ça aussi le diapason. Si l'intuition est juste, tout notre corps vibre d'une certaine façon. Et c'est mon curseur en fait. Quand je ressens mon intuition ou quelque chose qui m'a... Pour savoir si c'est juste ou pas pour moi, si mon corps vibre, si j'ai les poils qui hérissent, si l'information est juste, que j'intègre, si tout mon corps vibre, d'un coup là je dis, ça c'est à retenir, ça c'est bon à dire. Mais alors si j'ai pas cette confirmation de mon corps qui vibre, là je me dis, ou je me fourvoie dans quelque chose que je dois pas dire ou dois pas faire. Superbe, hein. Super. Mais merci pour ce partage, parce qu'effectivement, je crois que c'est beaucoup comme ça que ça se passe, hein, et qu'au fond, il y a un usage. Et là encore, c'est pas pour taper sur la culture occidentale, parce qu'elle a produit beaucoup de choses magnifiques. Et voilà, chaque culture est une aventure avec ses qualités, ses défauts, ses ouvertures et ses fermetures. Mais parmi les difficultés qu'elle a, il y a cette blessure d'estime de soi qu'elle inflige à peu près à chaque être humain. Il y a à peu près personne qui se sent bien avec lui-même d'emblée en Occident, sauf les narcissiques, mais ça c'est plutôt problématique. Et puis l'autre élément, c'est la coupure d'avec le corps. C'est d'ailleurs le sens symbolique de la cravate, hein. Ça coupe la tête du corps, ça strangule. Et effectivement, on voit que une certaine aisance corporelle, mais aussi une façon d'habiter son corps de manière agréable est défaillante en Occident. Je pense accessoirement que c'est une des raisons de l'appétence des écrans. Parce qu'au fond, l'écran, il permet de déserter l'ici et maintenant. Tu es sur un quai de gare, dans le métro, où que ce soit, pouf, tu pars dans ton écran, tu t'évades. Mais en s'évadant, on perd le contact. Et au fond, on passe à côté de la vie. Alors, c'est un peu bateau de le dire et je m'en excuse, mais parfois, ce qui se passe sur un quai de métro est plus intéressant que les trucs les plus agités qu'on peut voir sur un écran, parce que la vie est intéressante. Mais
moi, j'ai l'impression que cette addiction aux écrans, dont je souffre aussi en partie, étant donné ma curiosité et tout ce à quoi il est possible d'accéder, signale beaucoup, au fond, un refus d'être ici et maintenant dans son corps. Et on sait d'ailleurs que quand il y a des douleurs physiques, les gens cherchent des évasions. C'est une des raisons notamment pour lesquelles les personnes âgées vont facilement dans les casinos jouer aux machines à sous. C'est pas forcément de l'addiction au sens comportement addictif, mais on a pu montrer que plus les personnes âgées avaient des douleurs chroniques, et ça arrive assez souvent avec l'âge, que les heures passées devant une machine à sous ou une télévision ou autre chose permettent de ne pas être présent à la douleur qui est vécue dans le corps. Donc cet enjeu de pouvoir être pleinement dans son corps, psychisme, ici et maintenant, sans s'interdire les distractions et les divertissements qui font aussi du bien de temps en temps, mais que ça ne soit pas une fuite, parce qu'au fond, on a perdu l'usage de cette présence. Et en fait, perte de sens, quête de sens, t'en parles aussi, et il y a quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est Viktor Frankl, et il t'en parle, et on voit à l'heure actuelle que beaucoup de gens en ont plus on a, comme tu dis, le téléphone, le besoin matériel, qu'on a plein de... la télé, tout ce le voyage, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont une perte de sens, ils ne savent plus dans quelle direction ils vont. Et en fait, c'est aussi se ramener un sens à sa vie et retrouver un focus qui va permettre aussi d'avancer dans sa vie et de s'épanouir au final. Oui. Et il y a des exercices pour retrouver ce quête de sens aussi dans... Oui, tout à fait. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais je suis sûr qu'une grande partie de ton travail de thérapeute, c'est aussi d'aider les personnes qui viennent te voir à retrouver leur boussole intérieure. Sinon, on est déboussolé. Tout à fait. Et la vie aujourd'hui est assez déboussolante, parce qu'en fait, on n'est pas fait pour vivre dans une telle surcharge informationnelle, d'être un peu toujours à la course du matin au soir. Une autre découverte amusante, c'est ce qu'on appelle la dissonance évolutive. C'est qu'en fait, nous avons évolué en tant qu'espèce lentement au cours du temps pour être très à l'aise dans le monde tel qu'il existait il y a 5000 ans. Donc imagine, il y a 5000 ans en arrière, ici et maintenant, à quoi ressemblait l'environnement autour de nous. Tu vois, très peu de sucre, très peu de mouvements et d'agitation, des dangers de temps à autre, oui, un ours qui passe, ou bon, d'accord, il faut faire attention, un besoin de trouver sa subsistance et de se vêtir, mais dans les sociétés simples comme celle que j'évoque, la charge totale de travail nécessaire à la survie, et travail c'est tout, c'est l'alimentation, le vêtement, la hutte, s'occuper des enfants, c'est tout ce qu'il faut faire pour rester en vie, c'est 4 à 5 heures par jour. Nous, en Occident, aujourd'hui, on est en moyenne à 12 à 14 heures par jour. C'est-à-dire que si tu ajoutes le temps pour prendre le métro, pour aller d'un endroit à l'autre, aller faire les courses, remplir ta déclaration d'impôt, tout ça, c'est 12 à 14 heures par jour. Et la dissonance évolutive, c'est ce constat qu'on n'est pas fait pour ça. La nature n'a pas prévu notre programme d'espèce pour la vie qu'on a aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a plein de bons côtés à la vie qu'on a aujourd'hui. Et puis, on a des capacités adaptatives assez géniales. Donc, on y arrive dans l'ensemble relativement bien. Mais on n'y arrive pas complètement. Et là où on n'y arrive pas, ça n'est pas un problème de défaut d'une personne. C'est juste qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour se concentrer 8 heures par jour au travail. C'est pas vrai. C'est même neurologiquement impossible. On a besoin de partir dans la Lune. On a besoin de bouger. Maintenant, si tu es employé... et puis que ton boss passe et que toi, à ce moment-là, tu es en train de regarder par la fenêtre en sifflotant. Est-ce qu'il va te dire « bravo, tu te ressources neurologiquement » ou est-ce qu'il va te dire « je te paye pas à rien faire » ? Donc ça, c'est des contresens. C'est banal de l'évoquer, je m'en excuse, mais c'est des contresens qui sont extraordinairement vrais dans notre vie de tous les jours. Et puisqu'on a en quelque sorte perdu un peu le mode d'emploi de comment on est configuré et pourquoi, on va, sans nous en rendre compte, nous infliger un certain nombre de décalages. Par exemple, la station assise est très mauvaise pour la santé à haute dose. On devrait se lever au moins une fois toutes les demi-heures. C'est bête, se lever, faire quelques étirements, 1 ou 2 squats, et on se rassied. Alors par exemple, il existe aujourd'hui des applications pour smartphone ou ordinateur avec des cloches de méditation tibétaine ou autre qu'on peut régler sur une demi-heure. Moi, j'ai ça tous les jours. Donc quand je travaille, et je travaille beaucoup, j'aime ça, mais toutes les demi-heures, je m'assure de me lever, de m'étirer, de bâiller, de regarder 1 minute par la fenêtre avant de repartir. Et en s'accordant ces pauses de ressourcement tout au long de la journée, on arrive beaucoup moins épuisé en fin de journée.
Alors, le sens de la vie, ça fait partie de ça. Ça paraît paradoxal, parce qu'au fond, y a-t-il un sens à la vie et peut-on trouver un sens à la vie? La question, pour moi, est plus une question de cohérence. Au fond, si la vie que j'ai reflète assez bien quelles sont mes valeurs, ce que je recherche, ce qui m'intéresse, et puis que j'ai l'impression de vivre des choses qui sont nourrissantes et qui m'aident à grandir, à ce moment-là, le sens coule un peu naturellement. Et puis, tu cites Frankl, donc c'est ce très grand psychiatre viennois qui a été déporté dans les camps de la mort, qui a perdu sa femme et ses parents, qui a été gardé en vie par les nazis qui avaient besoin d'un médecin. Donc même s'il était juif, ils ont évité de le zigouiller. Il a vécu 3 ans dans les pires camps de la mort, y compris à Auschwitz, et en faisant un ensemble de constats étonnants, et notamment que certaines personnes pouvaient survivre au pire sans perdre cette cohérence intérieure. Alors qu'ils s'étaient exposés, enfin, imagine que qu'on extermine ta femme et tes proches sous tes yeux, tu te retrouves dans un baraquement à prendre 600 calories par jour, avec des poux, des gens qui t'aboient dessus toute la journée, enfin, c'est invivable. Et il s'est posé, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à garder ce cœur d'eux-mêmes? Et en creusant ça, en observant, en parlant avec les gens, il a observé que c'était ce sentiment de pouvoir préserver du sens. Et notamment pour ces survivants de l'extrême, le fait de dire « il faut que je raconte ». Il faut que je puisse survivre pour raconter au monde jusqu'où c'est allé ici et ce que mes frères et sœurs d'infortune ont vécu d'abominable. Il faut que je puisse témoigner de ça pour s'assurer que ça ne se reproduise pas. Et tu vois, ce sens profond, je dois préserver envers et contre tout ma capacité de conscience et de parole, au fond a mis en échec toute cette stratégie d'une barbarie indicible de destruction de la personne. Et Frankl, quelques années plus tard, s'est retrouvé dans sa pratique à Vienne, comme psychiatre, en voyant défiler des gens de la bourgeoisie viennoise qui n'avaient jamais été dans un camp, qui avaient fait les collabos ou fermé les yeux pendant les années de guerre, qui avaient des bonnes situations, qui avaient assez à manger, et qui, pour certains d'entre eux, avaient envie de se suicider. Il s'est dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que des gens aient survécu au pire en préservant ça et que des gens qui, en apparence, ont tout pour être heureux. Et là, il s'est rendu compte, ou plutôt ça a confirmé le fait que c'était une perte profonde du sens de la vie et qu'au fond, ces gens ne vivaient pas les vies qui leur correspondaient. Mmh. Et là, t'as beau être engraissé, être vêtu, avoir ce qui fait envie à tout le monde, si toi, t'es à côté de qui tu es, ça génère une souffrance à la limite du supportable qui conduisait ces gens à contempler le fait de mettre fin à leur jour. Donc la recherche du sens, la quête du sens, qui est impossible, on va jamais trouver le sens ultime, mais c'est un work in progress qui doit être posé régulièrement, et par exemple, un petit exercice, je crois pas que je l'ai mis dans le livre, mais ça, c'est un truc que je fais en ce qui me concerne depuis mes 25 ans, c'est me demander régulièrement, plusieurs fois par an, s'il me restait 6 mois à vivre, qu'est-ce que je garderais et qu'est-ce que je changerais dans ma vie? Et mon but, c'est de dire, au fond, je changerais pas grand-chose. Je ferais peut-être un voyage de plus, ou je passerais plus de temps avec quelqu'un, mais fondamentalement, je changerais pas ce à quoi je consacre ma vie sur le plan privé et professionnel, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me correspond. Tout à fait. C'est comment je vais rebondir dessus. Mais de toute façon, la mort, c'est une autre question aussi, que les gens ont beaucoup peur de la mort. Ouais. Et moi, il y a une révélation que 2 choses qui m'ont fait comprendre la mort. J'ai fait un stage sur la mort pour comprendre le procédé à l'intérieur de soi, et puis le livre de Soger Rinpoche, qui est aussi sur la mort et qui apporte vraiment une ouverture, une compréhension de la mort, et puis après des enseignements, bien sûr, de bouddhistes tibétains, où d'un coup, la mort, ça fait pas aussi peur que ça au final. Hein. Et en fait, on voit vraiment une version globale de ce qui se passe après. Et d'un coup, chaque soir, je remercie pourquoi je suis en vie, et puis demain, je suis pas sûr. Je remercie les gens avant de m'endormir. Merci de m'avoir vécu ça, etc. Parce que demain, je suis pas sûr de me lever, en fait. Ouais. C'est pas une certitude. Ça, je dis de plus en plus, c'est pas une certitude. Par contre, l'humain, on met son réveil. Ce matin, j'ai mis un réveil pour venir, etc. Mais c'est pas sûr que je me réveille. C'est là où les musulmans ont cette extraordinaire phrase, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est Inch'Allah, ça. C'est-à-dire qu'on peut faire des plans, mais après, s'imaginer que la vie va respecter nos plans, c'est un peu audacieux. Excuse-moi,
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce stage sur la mort? C'est que tu sentais qu'il y avait en toi soit une inquiétude, soit une incompréhension? C'était une compréhension, c'était une étape de ma vie où je voulais c'est super intéressant. d'amener cette compréhension. Qu'est-ce qu'est la mort, quoi, en fait. Et en fait, on a fait plein d'exercices sur ça. Et on a senti vraiment moi, j'ai vraiment senti quelque chose d'extrêmement froid. C'est pas quelque chose de chaud. Il y a vraiment Et ça m'a permis aussi de comprendre aussi quand je ressens les choses d'identité, d'amener aussi à une compréhension. Ah, c'est froid, il y a quelque chose qui me traverse, qui m'appartient pas, en fait. Et c'est souvent, après, il faut croire ou pas croire, mais des entités qui sont mortes ou des choses comme ça qui sont présentes. Quelque chose de mortifère, en tout cas. Donc, tout de suite, c'est dans une pièce, dès que je rentre, aussi, on sent que... Après, c'était intéressant comme de plus bouger, des séances de méditation aussi. On n'a pas creusé un trou, mais on est parti dans des méditations où on créait notre trou et on se mettait dedans, par exemple. Donc, c'est très courant dans les voies spirituelles. Il y a cet adage « meurs avant que tu ne meurs », c'est-à-dire d'accepter d'entrer en relation et même en amitié avec sa finitude, avec la mort. Dans beaucoup de sociétés premières, d'ailleurs, on insiste sur le fait que la mort n'est pas l'inverse de la vie, c'est l'inverse de la naissance. Et que la mort est présente dans notre vie constamment, à chaque inspire et à chaque expire. On dit expirer. On expire plusieurs fois par minute. Le fait que les choses ont naturellement vocation à se finir. Il y a des aventures, des entreprises, des relations qui meurent à un moment donné. Et puis, distinguer aussi ce qui relève de la mort naturelle, inévitable et saine, même si c'est douloureux. Au fond, qu'une personne âgée, à la fin de sa vie, même si on l'adore, meurt... C'est dans l'ordre des choses, donc ça n'empêche pas d'être triste, et Dieu merci, le fait d'être triste est aussi l'expression de l'importance que ce lien avait pour nous, mais c'est une mort saine, et puis les choses à l'inverse qui sont mortifères, c'est-à-dire que c'est une pulsion de mort qui va s'inviter dans la vie à un endroit où ça n'est pas bon, où ça n'a rien à faire. Et là, pour les personnes intuitives comme toi qui savent sentir les choses, c'est vrai que cette signature de froid peut être vraiment une indication en ce sens. C'est qu'il y a quelque chose qui circule là, qui est mortifère et qui empêche, qui entrave la circulation de la vie. Alors qu'en fait, la circulation de la vie va avec la circulation de la bonne mort. Tu évoquais la crise Covid, c'était intéressant pour moi d'observer que les populations qui ont le mieux résisté aux stratégies de la terreur mises en œuvre par les gouvernements, et une nouvelle fois, c'est pas une interprétation, on a des témoignages de scientifiques disant on nous a demandé de terroriser la population. Celles qui ont le mieux résisté, ce sont les populations qui ont une proximité avec la mort, notamment dans le cadre paysan, de l'élevage, ou même ces contextes, par exemple, où quand une personne âgée décède, on la veille pendant un certain temps. Moi, j'ai eu le privilège de veiller mon grand-père à son décès, de passer 3 jours et 3 nuits avec lui, alors qu'il était déjà parti, son corps était là, et c'était extraordinaire comme expérience de me remémorer tous les moments que j'avais vécu avec lui, justement d'être comme ça, un peu dans un flottement, et franchement, alors tu parles des énergies, j'y suis sensible, même si c'est difficile de les nommer, mais j'ai eu l'impression que ce moment était habité d'une énergie très proche de celle que j'ai ressentie quand mes enfants sont nés. Comme si le canal s'était ouvert. Et là, c'était un canal de départ, mais vraiment, il y avait, tu sais, même sensoriellement, visuellement, comme quelque chose de très blanc, de très clair, qui flotte un peu dans l'atmosphère, hein, de très lumineux. Et en fait, ça a été un moment extraordinairement paisible, ressourçant, et de communion avec... mon grand-père, qu'il avait été pour moi, et la vie qu'il avait eue. Et si on oppose ça aux gens qui meurent à l'hôpital, qu'on met dans un sac tout de suite, qu'on met dans un réfrigérateur, avec lequel il n'y a pas cette proximité et ce contact, on voit que la mort est évacuée de la vie quotidienne, elle devient invisible, et c'est très grave anthropologiquement, parce que tout ce qui n'est pas tangible, fantasmatiquement devient beaucoup plus compliqué, et avec même, je sens chez la plupart des gens, tu me diras si c'est aussi ton expérience, pour certains d'entre eux, le refus de penser la mort. Et ça, c'est terrible, parce que la mort, c'est au fond la seule chose dont on soit certaine en ce bas monde, c'est qu'on mourra un jour. On n'est même pas sûr qu'on existe, mais le fait qu'on va mourir, ça, on en est sûr. Et si on évacue ça de notre
de notre existence, de notre personnalité, de notre vécu quotidien. Ça ne veut pas dire être obsédé par ça, mais avoir un sens de sa finitude. Michel Maffezoli, qui est une de mes grandes inspirations en sociologie, rappelle que dans plusieurs églises de France, tu as des Notre-Dame du bien mourir. Et effectivement, on voit dans le « Je vous salue Marie », prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Donc en fait, on intègre cette perspective, ça finira un jour, et je pense que quand on a un sens de sa finitude, ça aide à mieux vivre aussi. Tout à fait. Je ne suis pas immortel, je ne serai pas toujours dans les conditions dans lesquelles je suis. À quoi est-ce qu'il est le plus important que je consacre mon énergie, étant donné ce que j'aime, ce qui me touche, ce que j'aime partager avec les autres, etc. C'est comme définir une droite, hein, c'est du point A au point B, c'est définir une droite. Voilà. Et donc, dans notre vie, on a un point de naissance et on a un point de fin. Et après, c'est pas nous qui en est la possibilité de savoir quand est-ce qu'on va finir au point B. Exactement. C'est ça qui est aussi merveilleux. Hein. Et puis, cette extraordinaire énigme, qu'est-ce qui se passe après ? C'est moi, il y a une interview qui m'avait beaucoup frappé, c'était celle de Stéphane Hessel, qui avait, je pense, 98 ans à ce moment-là. Et le journaliste, je disais, quand même, à 98 ans, on doit penser un peu plus à la mort qu'à 40. Et il disait, oui, et vous savez, je l'attends avec gourmandise. Ah, c'est joliment dit. Et oui, je suis tellement impatient de savoir ce qu'il en est que je me réjouis presque du moment où ça arrivera et j'espère pouvoir être le plus attentif possible à chaque instant du passage et de découvrir s'il y a quelque chose après ou pas. Et au fond, je trouve que c'est très beau parce que l'incertitude, et Dieu sait s'il y a de l'incertitude dans nos vies, peut aisément déboucher sur de l'angoisse, et notamment l'angoisse existentielle. Je ne sais pas pourquoi j'ai été jeté dans ce monde où c'est vrai qu'il y a beaucoup de beauté, mais il y a aussi beaucoup de souffrance, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Je sais que si Dieu me prête vie, je vais décrépir et finir par mourir, ce qui n'est quand même pas la perspective la plus... Mais bon, on gagne plein de choses sympathiques au passage, donc pourquoi pas. Mais cette incertitude, donc elle peut soit générer de la au secours, ou à quoi ça rime, ou même un sentiment d'injustice, ou de pourquoi naître dans ce monde de souffrance, hein. Ou bien une curiosité, une ouverture, une appétence et une mise en paix avec le côté inconnaissable de certaines choses. Et de vivre dans cette réalité que Jean d'Ormesson décrivait d'une très belle manière avec cette phrase, je crois, reprise de Chateaubriand, en disant « Oui, la vie est une vallée de larmes et un jardin de roses. Elle est les deux, elle est jardin de roses et vallée de larmes. L'une ne va pas sans l'autre, et donc sachons nous émerveiller des roses et accepter les larmes lorsqu'elles sont là. » Tout à fait. Et en fait, il y a un autre point que tu amènes aussi dans ton livre par rapport... on parle de mort, on parle aussi de prière, et là tu parles de prière aussi. En fait, au fur et à mesure de notre conversation par rapport à ton livre, je vois de plus en plus qu'il y a le côté découvrir. On se découvre à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe dans notre texte, etc. Après, il y a aussi la méthode, on se transforme, on amène des transformations de pensée, de jour, pour fur et à mesure de tes jours, et après, d'un coup, tu arrives dans un côté, moi j'appelle en anglais, qui s'appelle awakening, parce que j'arrive pas à trouver exactement le côté en français, le même... Je suis d'accord. Et c'est pas la spiritualité, c'est pas... L'awakening, c'est vraiment cette ouverture de cœur, cette ouverture de bien plus grand que soi, etc. Et en fait, tout ce passage-là, d'un coup, tu amènes aussi la prière aussi dans ton livre. Et qu'est-ce que ça apporte en plus de faire une prière, pas forcément religion, hein, mais des prières qui nous amènent à nous recentrer, nous amener dans ressentir cette énergie qui est bien plus grande que nous, au final. Oui, merci de poser ces questions. La prière, c'est ce qu'on appelle techniquement une structure anthropologique. C'est-à-dire, il n'y a pas de société au monde qui n'ait pas pratiqué la prière. C'est une structure anthropologique. Ça fait partie de notre nature, c'est une pierre angulaire de notre nature. Alors, en disant ça, évidemment que ça peut soulever un soupçon, parce qu'on n'est plus aujourd'hui une culture très priante. Il y a quelques catholiques qui continuent d'aller à la messe, il y a des musulmans qui parfois font peur parce qu'eux, ils pratiquent la prière, même en public dans certains cas, donc c'est quoi ce truc, à quoi ça rime? Il y a pas mal de gens qui prient dans leur fort intérieur, mais voilà, de manière très privée, sans forcément le dire aux autres. Est-ce que je crois en Dieu ou pas? À qui je m'adresse? Tout ça est devenu un peu flou, alors que c'est une structure anthropologique. On peut pas faire sans.
Et j'ai fait toute une exploration récemment, dont il y a quelques extraits dans le livre, autour de la prière, au fond en proposant un regard un peu différent. Il y a ce discours en nous, intérieur, qui se déroule tout au long de la journée. Il s'adresse à autrui. Notre discours intérieur est dialogique, c'est pas un monologue. On s'exprime comme si on s'exprimait à quelqu'un d'autre, comme s'il y avait un témoin qui était là, quand on se parle à soi-même. C'est descriptif pour autrui. Ça, c'est une découverte assez ancienne, dès les années 1930, ça a été identifié. Et puis, dans tout ce qu'on s'exprime à soi-même, à autrui, au long d'une journée dans notre fort intérieur, il y a beaucoup d'espoir, de demandes, surtout pas ça. Hein? Ah non, j'aimerais surtout pas que ça arrive. Ben, c'est une prière de demande. Pourvu que ça aille pour elle. Hein, ma fille a un examen, pourvu que ça aille pour elle. Ou tel et tel est en voyage, j'espère que ça se passe bien pour lui. En fait, c'est de la prière. Mais les gens ne le savent pas parce qu'ils ont perdu le sens de ce que c'est que la prière et surtout cette structure anthropologique. Donc si on débroussaille ça, c'est ma proposition, elle est un petit peu provocatrice, mais je crois qu'elle est très juste sur le fond, c'est qu'en fait, on prie tous une grande partie de notre journée, à cela près qu'on ne s'en rend pas compte, et qu'on le fait en pilotage automatique. Alors quand on aborde l'univers de la prière, et merci de l'avoir rappelé, il y a des prières non théistes, non adressées à un dieu. Dans le bouddhisme, il y a beaucoup ce qu'on appelle des gathas, c'est des formules qui mettent en contact avec le sacré de la vie sans passer par un dieu. Et en ce qui me concerne, je suis anthropologue, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent croire, je suis là pour m'intéresser à ce que fait le fait qu'ils croient à une chose plutôt qu'une autre. Et donc, les pratiques traditionnelles de prière, au fond, elles proposent des formes par rapport à la manière dont on prie déjà sans s'en rendre compte tout au long de la journée. Alors chez nous, c'est un peu compliqué parce que la religion chrétienne, qui a été le ferment de la civilisation occidentale pendant 2 millénaires, aujourd'hui est beaucoup passée de mode. C'est ce que Emmanuel Todd a appelé la matrice zéro. Donc, il dit dans une matrice religieuse vivante, les gens croient, ils pratiquent les rites, la vie est marquée par des rites religieux. Il y a une phase intermédiaire où les gens se marient encore à l'église ou s'enterrent encore religieusement, mais ils pratiquent plus. Et ils croient plus ou moins. Puis la matrice zéro, c'est quand les gens ne croient plus, ne pratiquent plus, ne se font plus enterrer, ne se marient plus et ne baptisent plus les enfants. On en est aujourd'hui en Occident. Donc c'est un rejet massif de la tradition religieuse et spirituelle locale, originelle, ce qui évidemment génère des choses particulières. Mais les religions, elles proposent ça. Elles proposent des cadres de prière, de mise en parole pour pouvoir donner forme à ce qui nous habite. Alors, dans mes propres recherches, effectivement, on peut voir aujourd'hui cet univers de la prière réelle vécu par les gens. Il y a des personnes qui préfèrent reprendre des formes religieuses parce que elles peuvent être très belles. Hein. Je vous salue Marie. Si on traduit de manière un peu plus juste, c'est « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Le divin est avec toi, tu es béni entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et dans les cultures sémitiques, la femme est bénie. Elle est sacrée. Donc tu es béni entre les femmes, tu es béni entre les êtres qui sont bénis. Donc c'est radieux, c'est rayonnant, c'est d'une puissance évocatrice, existentielle, absolument sublime. Alors maintenant, si on prend ça avec une grenouille de bénitier, désolé de la caricature, qui dit « Je vous salue Marie, comblée de grâce, le fruit de vos entrailles est béni ». Donc, il y a la question de la forme, il y a la question du sens qu'on donne à la forme, et il y a la question de la manière dont on habite la forme. Et puis la plus simple des prières n'a pas du tout besoin d'être religieuse. J'évoque aussi dans le livre toute la recherche contemporaine sur les valeurs fondamentales. C'est-à-dire les valeurs qui donnent sens à la vie. Si je te demande quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi dans ta vie personnelle et professionnelle, c'est quoi qui t'anime et te guide le plus comme valeur? La valeur, c'est la bienveillance. Voilà, ça se sent. Quand on est à ton contact, on est tout de suite à l'aise et il y a un espace de rencontre qui s'ouvre parce que tu vis cette bienveillance. Tu vois ? Et ce qui est intéressant, alors effectivement, si on fait cet exercice et tu t'es tourné vers ton intuition, t'as pas été chercher mentalement qu'est-ce que je peux répondre, t'as laissé venir la réponse. Elle est montée du dedans. Tout à fait. Ouais. Ah ouais.
Et si tu fais ça avec des gens, et on peut les accompagner, même s'ils n'ont pas l'habitude de contacter leur intuition, mettons, il y a 100 personnes dans une salle, on va entendre des valeurs comme bienveillance, écoute, respect, bonté, amitié, famille, solidarité, joie, paix, amour, enfin bon, les valeurs apparaissent. Et ben, je mets au défi quiconque de savoir qui dans la salle appartient à quelle religion, à quel parti politique ou à quel système de croyance. Je suis d'accord. Pourtant, tous les êtres humains, à part les pervers et les psychopathes, partagent ces valeurs. C'est peut-être la religion originelle. Et peut-être que les religions cherchent à mettre en forme ces valeurs fondamentales pour les rendre accessibles aux gens à travers une figure qui est celle d'un prophète ou d'une incarnation de Dieu dans le christianisme. Et donc, ces valeurs sont des mots de pouvoir. On peut pratiquer ces valeurs comme des mantras. Bienveillance, sérénité, joie. Ok. Pendant 10 minutes, vous répétez à vous-même bienveillance, sérénité, joie. Bienveillance, sérénité, joie. Si vous êtes disponible au moment présent et à être dans votre corps, ça va déclencher des vagues de bien-être et ça va activer plus de 1200 gènes qui luttent contre les états de stress et d'anxiété. C'est phénoménal. Et ça a été étudié dès les années 80 à Harvard, la grande université américaine, faculté de médecine. Herbert Benson recherche sur ce qu'il appelait la réponse de relaxation. C'est-à-dire que ces mots, valeurs fondamentales, quand on se les répète à soi-même, déclenchent une relaxation profonde, une ouverture profonde. Et donc, on peut glisser des moments de cette nature tout au long de sa journée. Toutes les traditions invitent à une prière fréquente. C'est comme des moments où on sort du quotidien pour se reconnecter à l'essentiel. Les musulmans sont fabuleux de ce point de vue-là. Les 5 prières quotidiennes, on arrête tout. C'est un moment pour la relation avec l'absolu, avec l'essentiel. Alors, ça peut, surprendre en Occident. Il y a la question de la rencontre ou du choc des cultures. C'est vrai que nous, ça nous fait drôle, mais quand on va dans un pays musulman et que tout d'un coup, il y a le chant du muezzin qui s'élève et que, waouh, on sent que cet ancrage, il peut vraiment faire du bien dans la vie. Alors, dans notre société, il n'y a plus de forme, société occidentale postmoderne, il n'y a plus de forme unanime qui s'impose à tous. Il y a des avantages et des inconvénients à ça. Mais pour moi, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut faire société en respectant la diversité de croyances et finalement dire, mais si quelqu'un choisit d'être athée et qu'en même temps, il a un sens de l'émerveillement, du sacré, de la bienveillance, ça pose aucun problème. Si quelqu'un est catho et qu'il y trouve ce qui lui convient et qui nourrit sa vie, c'est aucun problème. Si quelqu'un est musulman et vit son islam comme l'immense majorité des musulmans de manière tout à fait respectueuse des croyances des autres et des lois de la République, où est le problème? Et de pouvoir aussi voir ce qu'il y a de commun entre ces différentes recherches, parce que dans l'expérience que je viens de nommer, sur les 100 personnes qui auront dit les mêmes valeurs, il y aura des athées, il y aura des croyants, il y aura des musulmans et des juifs. Tout à fait. Moi, ça me fait penser, quand tu as dit ça, ça me fait penser à une histoire de mon grand-père qui me racontait, parce que lui, ils sont de Tunisie, et ils étaient dans un petit village, et en fait, il me dit, mais en fait, tout le monde fêtait les fêtes catholiques, juives, musulmanes. On était ensemble, on faisait la fête ensemble, en fait. Il n'y avait pas de ce... Moi, je fais ça, toi, tu fais ça. Et comment, à l'heure actuelle, on était regroupés, en fait. Il y avait une coalisation entre tous, et c'est ça qui est... Il me disait ça, en fait, mon grand-père. Il y avait vraiment une cohésion, quoi. Et on n'était pas pointé du doigt, quoi. Donc, je trouve que c'était une richesse pour lui, en fait. Hein. Non, c'est beau, merci de le rappeler. J'ai essayé de le faire aussi quand je traitais des sujets un peu plus politiques, et avec des témoignages exactement de personnes comme ton grand-père. Il faut se souvenir que les musulmans du Maghreb ont énormément protégé les juifs à l'époque où les nazis avaient débarqué. Et vraiment, et comme tu dis, c'est la même culture fondamentalement. C'est deux cultures cousines, et c'est un jeu politique très malsain. Mais on va pas entrer dans cette histoire qui a conduit au fait de mettre en antagonisme des groupes humains et des personnes qui, elles, ne demandent qu'à vivre en bonne coexistence les uns avec les autres. Tout à fait. Ouais. Bon, ça, c'est un autre discours. On va revenir à ton livre, mais parce qu'on peut parler encore de et c'est
En parlant de prière, en parlant de tout ça, il y a aussi, au fur et à mesure, les situations qui nous arrivent dans notre vie, plus on est ouvert, plus on est dans cette ouverture. Et on va amener un peu plus, on va dévier vers le libre arbitre, parce qu'au final, quand on a cette connexion avec ce qui est plus grand que nous, et quand il y a plein de chemins qui s'ouvrent à nous, pour moi, je dis qu'il n'y en a pas un des meilleurs ou un des bons chemins. C'est en fonction de notre alignement que la situation va se passer. Et si on est dans une ouverture, avec une facilité, une ouverture de conscience, une ouverture avec soi, ben en fait, chaque chemin est bon pour nous, même si la situation est bien pire qu'un des chemins. Donc, où se situe pour toi le libre arbitre en final ? Alors c'est une question qui passionne les neuroscientifiques aussi parce que, alors les recherches divergent quelque peu, mais l'idée de départ, c'est que avant même que tu crois faire un choix, ton cerveau a déjà choisi. Au moins quelques secondes avant. Donc au moment où tu vas te dire « Ah, je vais acheter telle paire de chaussures dans un magasin », ton cerveau a déjà choisi avant toi. Donc c'est qui choisit ? Et là, on se retrouve dans ce mystère de la condition humaine où, comme je l'ai dit en réponse à une de tes toutes premières questions, on n'est pas exactement qui on croit être. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se décident en nous sans qu'on le sache. Un autre exemple amusant, les fringales de sucre, pour ceux qui en souffrent, peuvent être déclenchées par les colonies de Candida albicans ou de bactéries que vous avez dans le tube digestif qui se nourrissent de sucre. Et donc, elles vont déclencher chez toi un besoin de te lever et d'aller bouffer au milieu de la nuit parce qu'elle demande du sucre. C'est extraordinaire. C'est qui décide dans un cas comme ça ? Donc la question du libre arbitre est dans la vision moderne, l'individu rationnel, autonome, qui dispose de libre arbitre, il y a quelque chose de très fictif. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes très influençables par des gens, par des contextes, par des messages qui circulent, par des états intérieurs, par les bactéries qu'on héberge. Donc la question du libre arbitre, elle est en elle-même passionnante et complexe. Mais enfin, il n'en reste pas moins que nous sommes une personne et qu'il nous revient de faire des choix pour nous-mêmes dans une vie où l'incertitude est majeure. Quand il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous, on ne sait jamais à l'avance quel sera le bon. Et comme tu le dis, on peut en notre âme et conscience choisir celui auquel tout nous incite, et puis que ça se transforme en une galère épouvantable. Puis un autre truc où on dirait surtout pas ça se transforme en fait en quelque chose de très plaisant. Et on n'a aucun moyen de le savoir à l'avance, même si on est très intuitif, et certaines personnes le sont plus que d'autres. Mais après, je crois que tu nommes très bien l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de ne vivre que des choses qui ne soient pas des galères, ce n'est pas ne pas commettre d'erreurs, au contraire. C'est en commettant des erreurs qu'on apprend. Donc, si on a envie de continuer à apprendre, il faut accepter l'idée qu'on commette encore de nombreuses erreurs. L'enjeu, c'est d'en faire de nouvelles. C'est répéter les mêmes erreurs, qui est plutôt assez pénible. Ça veut dire qu'on n'a pas appris la leçon, puis qu'elles vont continuer à se reproduire. Mais après, l'enjeu, c'est quand même de faire de nouvelles erreurs. Toutefois, ce qui compte, c'est de pouvoir, à mon sens, c'est de pouvoir, à n'importe quel moment, se retourner en arrière et dire en mon âme et conscience, c'est ce que j'avais senti comme la meilleure décision pour moi. Et puis, on ne sait pas ce qui se serait passé si d'autres décisions avaient été prises. Peut-être que je me dis « Ah, mais j'aurais dû prendre l'autre décision », puis que sur le chemin de l'autre décision, je serais mort 10 jours plus tard. On ne sait pas. Donc, on est obligé d'être dans cette incertitude, et ce qui compte, une nouvelle fois, c'est la cohérence envers soi-même. Est-ce que je me suis respecté ? Est-ce que je me suis écouté ? Est-ce que j'ai pris cette décision au plus près de ce que je crois être bon pour moi ? Et puis après, il arrive ce qu'il arrive, advienne que pourra. Tout à fait. La vie, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de répétition générale. C'est pas comme au théâtre. T'as pas les répétitions, puis après, ça se passe vraiment. Dans la vie, c'est que du direct. Et d'ailleurs, regarde le nombre de fois où on est pris au dépourvu, on agit ou on réagit du mieux qu'on peut, et puis souvent, si on avait eu quelques répétitions et la générale, on serait beaucoup plus à notre avantage. Mais ça n'existe pas, on n'a pas ça. Donc on bricole tout le temps, et ce bricolage un peu cafouilleux dans lequel on est, parce qu'on fait de notre mieux, mais on reste quand même très limité dans notre capacité de comprendre les choses, pour moi, ça fait aussi partie de la grandeur de l'être humain et de sa beauté. C'est qu'il est ce roseau pensant et penchant, fragile, agité par les vents, et on peut pas jouer au chêne ou à la montagne. On n'est pas un chêne ou une montagne, on est un roseau. Mais en même temps, on peut être un bon roseau.
on peut être un roseau plein de bienveillance pour soi-même et les autres, et je pense qu'au fond, c'est le mieux auquel on puisse aspirer. Tout à fait. Après, on tombe sur d'autres personnes qui vont nous amener à d'autres compréhensions. Mais la bienveillance, est-ce que... j'aurais juste une question un peu en aparté, mais qui, toujours, parce qu'on parle de prière, on parle de ce qui est bien plus grand que nous, dans cette partie-là, est-ce que l'âme... qu'est-ce quel est ton point de vue sur l'âme, en fait? Parce que est-ce qu'il y en a qui disent c'est lui qui est le grand Manitou de nous, de notre corps, qu'on prend ce véhicule et l'âme s'incarne dans ce corps, dans ce véhicule terrestre pour vivre plein d'expériences, donc pour grandir en conscience, pour nous amener... Et toi, ton point de vue de l'âme, alors, un peu pour voir comment tu le décris Alors, c'est une question très complexe et je suis un tout petit peu emprunté pour te répondre pour la raison suivante. C'est que dans ma démarche de compréhension, j'évite les concepts et j'évite les théories. Parce qu'un concept, au fond, c'est une forme intellectuelle, puis on essaye de faire rentrer au chausse-pied ou à la masse quelque chose dedans. Et puis la théorie, oui, c'est une manière de construire une représentation mentale, mais au fond, je me méfie beaucoup des opinions. Et je cherche à avoir le moins d'opinions possible sur les choses. Parce qu'au fond, le monde se fout de nos opinions. Et c'est pas très intéressant d'en avoir. Maintenant, on a des expériences, on a des compréhensions. Donc pour moi, l'âme, c'est ma réponse spontanée. Je l'aborderais plutôt sous l'angle de, quel que soit ce qu'on met dans ce mot, est-ce que j'ai l'impression d'avoir eu plus ou moins d'âme à certains moments de notre parcours, ou plutôt que mon âme était plus ou moins présente, avait plus ou moins de place pour s'exprimer en moi? Est-ce que je peux observer qu'il y a des contextes ou des relations où j'ai l'impression qu'il y a de l'âme et d'autres où il peut en manquer? Et puis, dans une perspective plus spirituelle, j'ai envie de dire de la nature ultime des choses, c'est vrai qu'on a ce corps qui vient de la Terre et qui retournera à la Terre, dont les parcelles de matière qui le constituent ont 15 milliards d'années. Donc, les atomes qui constituent ton corps au moment où on se parle ont déjà été cours d'eau, arbres, animal, pierre, poussière d'étoiles, tout ça, et se recycle de forme en forme. Donc, le corps, on sait qu'on va le lâcher, qu'on n'est pas le corps. Se pose la question de savoir s'il y a quelque chose après, mais de ce point de vue-là, personnellement, je suis assez confiant, sans avoir de certitude. Après, il y a cette compréhension du monde qu'on développe depuis qu'on est une cellule originelle dans le ventre de notre mère, et on sait toutes les étapes qu'il faut franchir pour y arriver, l'âge de raison, et puis évidemment que la manière dont nous nous représentons le monde va dépendre de notre culture, de l'époque dans laquelle on est né, de notre milieu familial, des choses qui nous ont intéressés, de notre parcours scolaire ou académique. Donc on a comme ça cet esprit ou ce monde mental ou cognitif qui s'est construit, et puis il y a cette vibration, cette signature, cette sensibilité intérieure dont on ne sait pas très bien d'où elle vient, mais qui est une espèce de donnée d'emblée. Si on est parent, et j'ai cette grâce, dès la grossesse, on perçoit quelque chose de la personnalité à naître. Il y a des tempéraments très différents, des toniques, des contemplatifs, ceux qui sont du matin, ceux qui sont du soir, et il y a comme un donné d'emblée. Et pour moi, l'âme, ça serait un peu quelque chose de cette nature. Ça ne s'explique pas, mais c'est là. Et puis après, chaque âme ou chaque sensibilité personnelle cherche certaines expériences et s'épanouit dans certaines expériences qui ne sont pas les mêmes. C'est là où souvent, je crois qu'on a tous cette expérience, quand on a envie de partager un coup de cœur avec quelqu'un, on espère qu'il aura le même coup de cœur, mais c'est rare que ça soit le cas. Donc on lui dit, va voir ce film, il est génial. Puis après, tu lui dis, comment t'as trouvé? Il dit, ouais, c'était bien. Toi, tu l'as trouvé génial. D'ailleurs, petit conseil en passant, c'est basé sur les neurosciences. Si vous avez envie de favoriser le fait que la personne trouve un film génial, ne lui dites pas qu'il est génial. Dites-lui, j'ai vu ce film... Ouais, franchement, je trouve qu'il est bien. Peut-être qu'il peut t'intéresser. Et là, la probabilité que la personne revienne en disant « il est génial » est beaucoup plus grande. Pourquoi ? Si vous lui avez mis d'emblée ce repère dans la tête,
il va plutôt trouver toutes les bonnes raisons pour lesquelles, oui, c'est bien, mais c'est quand même pas génial. Donc, si vous ne le mettez pas dans cette configuration, vous ouvrez la possibilité que ça soit plus fréquent. Donc, c'est une petite manipulation, quand même. Oui, mais on peut aussi se dire que si on manipule pas, on restreint la possibilité que la personne apprécie le film. Parce qu'au fond, on met la barre tellement haut qu'après, il va se dire, c'est quand même pas aussi bien que ce qu'il m'a dit. Tu vois, on crée un comparateur. Ouais. De toute façon, ce qui est aussi une manipulation. Oui, regarde par rapport à notre prisme, en fait. Voilà, exactement. Et donc l'âme, pour moi, tu vois, je te réponds vraiment comme ça, de manière très personnelle, mais ça serait ce qui relève de cet intangible, de cet immatériel, mais qui est tellement fort. Et qui fait, par exemple, que dans le choix d'une orientation dans la vie, c'est pas juste les données objectives du moment, c'est quel est le cœur d'une personne. Tu sais, dans les traditions chamaniques, on a beaucoup cette idée de l'importance de vivre un chemin, de parcourir un chemin qui a du cœur. Mais deux personnes n'ont pas le même cœur. Donc ton chemin qui a du cœur n'est pas mon chemin qui a du cœur. Et je trouve que justement, cette compréhension permet aussi d'être beaucoup dans l'ouverture et la co-construction. Ton monde n'a pas à ressembler à mon monde. Je n'ai pas à décider ce qui est bon pour toi. Tes opinions n'ont pas à être mes opinions. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on peut mettre en partage. Tout à fait. Dis-moi, toi, pourquoi tu as choisi ce que tu fais? Je t'ai posé la question avant. Thérapeute, c'est une profession magnifique, mais c'est un peu... il faut payer de sa personne pour accompagner des gens dans leurs difficultés et souffrances. Et puis, je sens que pour toi, c'est aucun problème. Tu acceptes cette part d'effort à faire, mais qu'elle te nourrit, elle te comble, tu es toujours passionné. Donc, magnifique. Moi, j'ai été thérapeute pendant 10 ans. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que j'avais envie de passer à autre chose. Mais ta manière de vivre n'aurait pas à être la mienne et vice-versa. Tout à fait. Mais c'est ça qui est la richesse du monde. Exactement. C'est ça qui est vachement agréable, en fait. Et on va passer au fur et on va bientôt clôturer. Il y a deux questions qui vont rester après, on va finir. C'est, est-ce que tu as quelque chose, par rapport à ton livre, par rapport à un petit exercice, à proposer aux auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent aussi Oui, très volontiers. Alors tu sais, les formes traditionnelles ou mainstream, dirait-on, de psychothérapie évoluent aussi au cours du temps. Il y a des vagues successives, on révise ce qu'on croyait savoir, on découvre des choses qui peut-être produisent des résultats plus probants. Et actuellement, dans les thérapies cognitivo-comportementales de 3e génération, on travaille beaucoup sur la diffusion. La diffusion, c'est quoi? C'est que à chaque fois qu'on est pris par des pensées ou des émotions intenses, c'est comme si on s'identifie avec ça. Et une image que j'aime bien prendre dans les petites stations de montagne, il y a parfois des petites pistes pour les tout petits enfants, et comme on peut pas les mettre sur des télésièges ou sur des tire-fesses, il y a comme un câble qui tourne, et puis l'enfant, il attrape le câble avec ses mains, et comme ça, hop, il peut remonter la pente. Et au fond, la fusion, c'est quand on chope le câble et on part avec. Et à ce moment-là, on perd le libre arbitre, parce qu'on est conditionné par notre manière particulière de vivre une pensée, et on s'identifie à la pensée. D'ailleurs, pour les gens qui sont en état de fusion, si tu attaques leur pensée, je ne suis pas du tout d'accord avec votre opinion, je ne vois pas du tout les choses de cette manière, elles réagissent comme si tu les attaquais personnellement. Et c'est les mêmes zones dans le cerveau qui s'allument que les zones de la souffrance psychique. C'est comme si tu les giflais. Et, votre politicien, pour moi, c'est un corrompu. Tu viens de lui mettre une monstre baffe. Mais pas parce que tu lui as mis une baffe, parce que lui est identifié à sa pensée. Et donc ça pose problème parce que quand on est en état de fusion, on perd notre souplesse, on se crispe et on entre dans la défensivité de l'ego qu'on évoquait auparavant. Et il y a tout un travail aujourd'hui en TCC de 3e génération, thérapie cognitivo-comportementale, qui est la diffusion. C'est-à-dire se dire, je suis en train de penser ça. Je suis en train de vivre ça comme ça. Et le fait de penser à la manière dont on pense, d'observer que cette crispation est en train de se produire, génère tout de suite une certaine respiration. Donc au lieu de dire « ouais, c'est dégueulasse qu'ils aient fait ça, comment ont-ils osé ?» Je suis en train de me dire que je trouve dégueulasse qu'ils aient fait ça. Et pouf. Alors, c'est pas magique, hein, ça va pas marcher à tous les coups, mais si on prend l'habitude
de ce genre de petits pas en arrière d'observation, il y a tout de suite de la détente qui intervient et une certaine flexibilité psychologique qui se retrouve. Alors, je vais donner un exercice expérientiel qui fait partie de ceux que je préfère et qui, vraiment, j'ai pu voir dans ma propre vie, mais aussi la vie de nombreuses personnes, à quel point c'est génial comme ressource. Et je me permets une petite parenthèse, c'est aussi en cela que j'aime beaucoup les neurosciences appliquées. Elles me rappellent beaucoup le chamanisme. Les chamans, au fond, c'est des gens qui n'ont pas des moyens techniques, ils n'ont pas des pouvoirs d'agir dans la matière, alors ils utilisent beaucoup d'astuces pour manipuler le psychisme des gens, mais manipuler, c'est leur rôle. Ça veut dire faire bouger avec les mains pour obtenir l'amélioration qu'ils souhaitent. Alors, la stratégie, c'est la suivante. Quand la prochaine fois que vous vous retrouverez perturbé par quelque chose, ça vous a heurté, ça vous a blessé, vous ruminez, vous êtes frustré, vous avez peur, vous faites du souci, enfin, ce genre de configuration avec une certaine intensité. Au lieu de partir dans le toboggan explicatif du discours intérieur qui ne fait que renforcer l'émotion, faites l'effort et prenez la liberté de vous décrire à vous-même ce que vous vivez à la troisième personne. De dire « ouais, je suis scandalisé, c'est dégueulasse, il ne devrait pas faire ça », dites Jean-Dominique ou François-Xavier, ou mettez votre prénom à la place, trouve que Jean-Dominique est très perturbé parce qu'il trouve absolument scandaleux que telle ou telle chose se passe. La raison pour laquelle il trouve ça scandaleux, c'est qu'au fond, il déteste l'injustice et il trouve que là, on a pris des décisions qui sont injustes et qui vont mettre en souffrance des gens qui sont déjà vulnérables. Et le fait de mettre en difficulté des gens vulnérables fait partie de ce que Jean-Dominique, ce à quoi Jean-Dominique réagit le plus fortement dans la vie. Et se parler à soi-même à la troisième personne, c'est pour ça que j'ai appelé cette stratégie « Faites comme Jules César ». C'est dans Astérix, on voit ça, Jules César écrivait de lui à la troisième personne, comme Alain Delon. Alain Delon pense que... Vous voyez, Jean-Dominique pense que, Jean-Dominique vit ci, Jean-Dominique réagit comme ça. Et tout de suite, ça met de la compréhension. On se donne de la compréhension à soi-même. Ça donne de la liberté et du recul. Ça donne souvent de l'humour. Parce que tu vois, on vient de le faire, on commence à rigoler assez vite. Et c'est magnifique parce que ce sont des stratégies qui ne cherchent pas à éliminer ou à annihiler la réaction. Il ne s'agit surtout pas de réprimer la réaction, mais de pouvoir la vivre autrement, l'honorer dans la raison pour laquelle elle se produit, mais en veillant à éviter cette crispation qui va ne faire que compliquer et faire durer les choses plutôt que d'ouvrir des possibilités de le vivre qui vont déboucher sur soit l'intuition de dire ou de faire quelque chose, soit juste d'accepter, oui, moi qui n'aime pas l'injustice, vivant dans le monde dans lequel on vit, des fois c'est difficile pour moi, et puis en mon âme et conscience, je ne suis pas sûr que j'échappe toujours au fait de ne pas commettre des injustices, dans ma pensée ou en action. Donc c'est bien que je sois sensible aux injustices des autres, mais peut-être que c'est important que je veille aussi au fait d'être cohérent par rapport à cette valeur. Et tu vois, tout d'un coup, il y a tout un monde de possibilités et d'observations bienveillantes qui s'est ouvert, là où quand on est dans un état de fusion, ça n'est pas possible. Nos pensées ne nous appartiennent pas. Non, c'est-à-dire qu'elles sont une production naturelle de la manière dont on est configuré. Et à la fois, c'est important de les observer et de les reconnaître, parce que c'est nous qui les avons, avec aussi tous les côtés beaucoup moins reluisants. J'ai vu récemment une interview de Fabrice Lucchini, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, lui qui donne quand même, il le confesse, donc l'impression d'être un petit peu névrosé au bout de 40 ans de psychanalyse, mais il disait sur un plateau, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis mesquin, à quel point je suis revanchard, et c'était tellement drôle, mais salutaire aussi, parce qu'il n'y a en nous pas que du glorieux et du magnifique et du somptueux. Non, on est un être humain avec aussi notre petite rogne, nos petits travers, nos manières d'être mesquins, nos manières de porter des jugements à l'emporte-pièce. Et finalement, il s'agit surtout pas d'être en conflit avec ça. C'est notre humaine nature, mais de voir si on peut porter un regard d'observation bienveillante
Et quand on se comporte un peu comme un con, excuse ma manière de parler, de pouvoir plutôt, voilà, ben oui, ça arrive, ça fait partie de la vie, c'est pas grave, mais n'essayons pas de prétendre que ça n'est pas le cas. Et puis voyons aussi nos petits travers et ceux des autres avec une certaine indulgence, pour pouvoir aussi savoir nous protéger quand ça n'est plus des petits travers, mais que c'est vraiment de la malfaisance. Ça existe aussi, ou de la maltraitance. Et là, il faut qu'on soit sans état d'âme. Mais c'est souvent en lien, c'est parce qu'on sait avoir une observation bienveillante sur toutes ces petites choses problématiques que quand il y a un vrai gros problème, on a la ressource de dire ça, il est hors de question de laisser passer. Et d'ailleurs, au moment où on enregistre cette émission, il y a un accouchement collectif autour notamment de la question terrible des abus sexuels sur enfants et mineurs qui est très intéressant. C'est la première fois où il y a une prise de conscience collective de la gravité, de la prévalence des dégâts que ça génère, des compromissions des politiques, de la lâcheté des systèmes sociaux ou judiciaires. Donc tout d'un coup, il y a une espèce de mise à niveau qui, pour moi, sur le plan sociétal, me semble vraiment bienvenue et nécessaire, parce que c'est un problème terrible, mais aussi être bonne. Ça va faire mal, ça va gratter, mais il faut absolument qu'il y ait une conscientisation et une mobilisation collective par rapport à ça. Et tu me relances sur la dernière question que je pose à tous les auditeurs qui viennent ici, comme c'est le webzine de la conscience. Qu'est-ce qui est pour toi la conscience? Comment tu l'appliques dans ta vie de tous les jours et comment tu la vis au final, conscience? Alors, même réponse, hein, sur le plan conceptuel, c'est insoluble. Mais en ce qui me concerne, là, c'est une croyance personnelle, donc j'en ai aussi, mais quand j'en ai et que je les exprime, c'est important de le dire pour faire la différence. En ce qui me concerne, intuitivement, je suis assez convaincu que la conscience imprègne l'univers. On peut voir la conscience comme étant une émergence de la complexité. Donc la matière devient de plus en plus complexe et à un moment donné, la sensibilité apparaît, puis à un moment donné, la conscience apparaît. D'autres penseurs pensent qu'à l'inverse, la conscience est à l'origine de l'univers et imprègne l'entier de l'univers. Moi, c'est plus mon sentiment. J'ai l'impression de pouvoir être en résonance assez facilement avec les paysages, les minéraux, les cours d'eau, les plantes, les animaux, et qu'il y a quelque chose qui circule de conscience à conscience. Mais de manière qu'il est très difficile de se représenter. Je crois aussi qu'il y a en nous une conscience supérieure à nous-mêmes. Et que quand on cherche à vivre les choses depuis son mental, on ne se donne pas toutes les chances parce qu'il y a des parties de nous-mêmes ou des possibilités de conscience en nous qui sont plus vastes et meilleures que ce que notre mental peut conscientiser. Ça fait partie des beautés de la thérapie et des neurosciences appliquées que d'essayer d'ouvrir le canal pour cette conscience supérieure. Donc, j'essaye de vivre ma vie en conscience en cherchant à être le plus lucide possible sur les choses, essayer l'évitement qui fait partie de nos mécanismes de défense, le déni, la justification, la rationalisation, essayer d'être le plus possible au contact de ce qui est, même s'il est impossible de l'être à 100%. Et puis après, d'écouter ce que me suggère ma conscience pour éviter les ornières de je suis le maître de ma vie, c'est à moi de choisir. Voilà, pour essayer plutôt d'entendre la petite musique de la vie et vers quoi elle m'invite. Et tu vois, par exemple, on évoquait la crise Covid avant, je me suis pas posé de questions. J'ai su que je prenais des risques et que ça allait me coûter une partie de ma carrière professionnelle et me faire perdre des relations et tout ça. C'était une conséquence inévitable, mais ça ne m'a pas travaillé une seconde parce que le sentiment que j'avais les moyens de le faire et que c'était important que je le fasse s'est imposé de lui-même. Et donc, j'ai pas eu de regrets, j'ai pas eu de surprise, je l'ai pas vécu comme un conflit, même si ça m'a mis dans une position très conflictuelle. Mais que ça a suscité beaucoup d'agressivité, des campagnes de destruction de réputation. Mais de mois à mois, ça ne se discutait pas. Et au fond, quand on est dans ce genre de cohérence intérieure, ça génère beaucoup de confort, même s'il y a des inconforts extérieurs, parce qu'intérieurement, on sait qu'on a été cohérent avec soi-même. Donc, c'est comme ça que j'essaye de le vivre, mais c'est un art complexe dans lequel la perfection n'existe pas, donc je me prends les pieds et je cafouille régulièrement, ou je me dis après coup, mais
T'as pas voulu voir ça alors que c'était assez évident, ou là tu t'es pas écouté, ou t'étais fatigué, t'as pas eu la bonne réponse. Bah oui. C'est humain. C'est humain. Exactement. Exactement. Et ben, je te remercie, Jean-Dominique, pour ce témoignage et ce partage. C'était vraiment plaisant. 28 jours. Toutes dans bonne librairie, Fnac, dans les magasins. Je vous conseille, hein, c'est sympa comme livre, c'est très, très agréable. Je vous conseille pas de le lire au final. Hein. Je vous le laisse lire et vous donnerez votre opinion en commentaire si vous le souhaitez. Mais partagez, likez, voilà. De toute façon, il y aura tous ces sites internet aussi en description. Il y aura tous ces voilà. Il y aura tout ce qu'il faut pour contacter Jean-Dominique si vous voulez aussi en savoir plus sur les 28 jours et neurosciences. Eh ben, merci encore, Jean-Dominique. Mais merci à toi, François-Xavier, pour ton accueil et puis aussi pour faire vivre cette proposition. Tu vois, dans ce changement de monde qui est en cours, qu'on le veuille ou non, c'est déjà en train de se passer. Alors, on le voit pas encore dans les strates officielles de la société. Ça donne l'impression d'être encore comme c'était avant, mais on voit que les consciences bougent, que les personnes ont des parcours super intéressants comme le tien. Et puis cet effort que tu fais de créer une proposition pour partager avec d'autres, pour mettre en dialogue des compréhensions que tu as eues, faire venir des invités. Moi, je suis très rassuré en voyant cette constellation qui se déploie de plus en plus, où on parle vrai, des choses vraies, à notre manière, sans prétendre détenir la vérité. Mais je crois qu'aujourd'hui, ne pas prétendre détenir la vérité est un peu une espèce d'hygiène et d'éthique élémentaire de la pensée. Puis ça permet de faire émerger plein de choses qui sont inspirantes. Donc c'est le sens du dialogue. Voilà, ce qu'on a partagé, ce que tu m'as dit de toi est aussi très inspirant pour moi sur ma route. Ça confirme un certain nombre de choses, ça ouvre des pistes dans certaines directions. Et on est tous embarqués dans cette belle aventure. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir parcourir ce chemin avec des gens comme toi et un grand nombre des personnes qui nous écoutent. Avec un grand plaisir aussi de t'avoir écouté